Bonjour à tous les amis, c'est Sarge le Chef, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de retour sur l'Ukraine. Les amis, après une première vidéo qui explique les causes de la guerre en Ukraine actuellement, et après un débat en direct sur YouTube qui a fait plus de 5000 vues, avec plus de 4500 personnes qui étaient présents lors du live et qui ont pu prendre la parole, les amis, aujourd'hui de retour sur la série Ukraine-Russie. Cette vidéo, c'est pas pour vous expliquer les causes du combat, mais tout simplement pourquoi la guerre s'embourbe. Pourquoi, après autant de temps, la guerre dure toujours en Ukraine, et surtout, accessoirement, pourquoi la Russie n'avance pas plus vite que ça. Comment l'Ukraine arrive à tenir bon? C'est des questions qu'on m'a énormément posées sur Discord avec tous les MP suite à la première vidéo, et je trouvais ça important d'y répondre, ou du moins d'en faire une vidéo assez construite là-dessus aujourd'hui. Bonne vidéo les amis, profitez bien. Vous l'aurez bien compris, c'est une vidéo qui va beaucoup parler de thématiques et de stratégie militaire, donc encore une fois, je remercie énormément notre ancien caporal-chef qui sera là pour m'accompagner tout le long de la vidéo à m'expliquer, comme il a plus de 10 ans d'expérience en opération extérieure, un peu comment ça se passe au niveau des combats. Bonne vidéo! Avant toute chose, vous l'aurez bien remarqué à travers mon introduction, c'est pas au hasard, on assiste depuis le 24 février 2022, date du début de l'invasion de la Russie sur l'Ukraine, on assiste à une vraie guerre des images des deux côtés. Mais avant toute chose, et c'est peut-être ça le plus important, le terme guerre est utilisé que d'un seul côté. En effet, en Ukraine on parle d'une guerre car le pays est envahi, mais en Russie on ne parle pas de guerre. Poutine refuse d'utiliser le mot guerre et c'est ce qui justifierait en partie ce ralentissement ou du moins cette invasion très progressive de l'Ukraine. En Russie, tout simplement on parle d'une opération militaire et ce serait pour ça que ça prend plus de temps. Car encore une fois, si on s'en réfère à l'équilibre des forces, il n'y a pas photo. Sur le papier, la Russie est largement au-dessus. Seule une petite partie de l'armée russe a été placée et mobilisée en Ukraine. Et c'est ce qui va jouer des tours à Poutine durant cette guerre. Donc les amis, quel était le plan de Poutine à travers cette guerre, ou du moins cette opération militaire? Et surtout, pourquoi il n'a pas marché comme il l'espérait? Le plan de Poutine, c'était très simple. C'était tout simplement la Blitzkrieg. La Blitzkrieg, qu'est-ce que c'est? C'est un terme de guerre allemand qui signifie la guerre éclair. Ce terme a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était la stratégie allemande. Miser sur des grandes offensives très rapides qui servent à percer la ligne ennemie. On surprend l'ennemi en attaquant d'un coup pour le percer et l'envahir le plus rapidement possible. A titre d'exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, la Blitzkrieg allemande a permis à l'Allemagne nazie de faire capituler la France en un peu moins de 2 mois seulement par la vitesse. En effet, pour Poutine, l'effet de surprise était totalement là. Qui aurait pu prédire que le 24 février 2022, la Russie allait attaquer l'Ukraine? Donc, pour Poutine, l'objectif c'était d'aller le plus vite possible et de surprendre le monde entier. Est-ce que finalement s'ils avaient réussi en 2-3 jours, on serait pas tous passés à autre chose de manière plus rapidement? En 2-3 jours, il aura surpris le monde entier. Il aura mis le monde entier devant le fait accompli. Crois-moi, si Poutine avait réussi son coup en 2 ou 3 jours, il n'y aura pas eu autant de sanctions. Ouais, en fait, plus la guerre dure, plus les sanctions s'accumulent finalement, parce qu'on voit que ça tient et que... Et plus l'économie russe commence à plonger. Donc finalement, il a rien à gagner à faire durer le conflit, quoi. Non. L'Ukraine tient bon, c'est vrai que c'est vite dit. Cependant, la technique de Poutine n'a pas marché comme espéré. Qu'est-ce qui a foiré dans son plan? Qu'est-ce qui fait que l'Ukraine n'est pas tombée aussi rapidement qu'il le souhaitait? Pourquoi sa Blitzkrieg, sa guerre éclair, ne s'est pas déroulée comme prévu? Pourquoi l'Ukraine n'a pas chuté en une semaine maximum? Faites très attention, Poutine est loin d'être bête, son armée est loin d'être composée d'imbéciles. Pour comprendre l'échec de la Blitzkrieg de Poutine, il faut revenir quelques jours avant la guerre. Rappelons-le rapidement, 2 jours avant la guerre, soit le 22 février 2022, Vladimir Poutine reconnaît la région du Donbass et du Lugansk, 2 régions séparatistes en guerre contre l'Ukraine depuis 2014, comme étant des pays indépendants. Alors que le monde condamne cette action mais se doute pas de ce qui va suivre, Vladimir Poutine est déjà en phase de préparation pour l'invasion de l'Ukraine dans 2 jours. Favorable ou pas à l'indépendance du Donbass et du Lugansk, une chose est sûre, la population locale ne se rébellera pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis 2014, les séparatistes ils sont majoritaires dans la région, ils ont la plupart des villes sous contrôle. À titre d'exemple, on estime que 90% des communes du Donbass ont le drapeau russe sur la mairie. Pour Poutine, c'est une belle victoire, c'est une belle preuve que le peuple russophone d'Ukraine se sent bien russe. Poutine a probablement dû dire qu'à ce moment-là, qu'en cas de guerre, toute la région russophone d'Ukraine serait favorable à son intégration dans la Russie, ou du moins dans des États indépendants pro-russes. Si on regarde cette carte, on voit bien le clivage, comme je l'avais expliqué dans la vidéo qui explique les sources du conflit, que l'Ukraine a un gros clivage entre population pro-modèle de vie russe, russophone, et une population qui parle plus l'ukrainien avec un mode de vie occidental. Pour Poutine, je pense qu'il était évident qu'en cas de guerre, la population qui parle le russe, qui est plutôt vers un mode de vie russe,
allait soutenir la Russie dans l'effort de guerre. Comme nous pouvons le constater sur cette carte, le Donbass et le Lugansk, les deux régions qui sont en guerre contre l'Ukraine depuis 2014, n'avancent pas durant l'entrée du conflit. Tout simplement pourquoi ? Parce que les troupes ukrainiennes depuis 2014 sont postées là-bas, donc c'est le front le plus compliqué pour la Russie. Cependant, tous les axes sont ouverts, comme l'avait précisé notre caporal-chef durant la dernière vidéo. Les plans étaient prêts depuis très longtemps. C'est pas pour rien qu'il a positionné ses troupes en Biélorussie, à la frontière ukrainienne, dans le Donbass et en Crimée. Ça fait à peu près 4 axes de pénétration. Et vu que les 3/4 de l'armée ukrainienne étaient à la frontière du Donbass et du Lugansk, ça fait que les autres voies de pénétration, les autres axes d'attaque sont libres de toute résistance. Libre de toute résistance militaire, et pourtant, comme on le voit sur la carte, ça n'avance pas. Ou alors, si ça avance, ce n'est pas au point de percer tout le front. C'est progressif. Pourquoi ? Tout simplement parce que contrairement à ce que pensait Poutine, la résistance ukrainienne a été beaucoup plus élevée que prévu. Des milices, des soldats, des résistants locaux, tout le monde s'est uni autour de Volodymyr Zelensky en Ukraine pour tenir contre la Russie. On en parlait, clivage pro-russe, clivage mode de vie occidental, il n'est plus question de ça, l'Ukraine est en guerre, le peuple s'unit. C'est d'ailleurs l'un des seuls aspects positif, si l'on ose dire, de l'Ukraine durant cette guerre, c'est que le peuple ne fait plus qu'un. Il faut bien le dire, comme on l'a vu avec Maïdan, quand le peuple ukrainien n'est pas content, il a sa manière bien à lui de le montrer. Premier aspect, premier point noir pour Poutine, la résistance du peuple. Même dans les régions pro-russes, le choix est vite fait entre l'envahisseur et le peuple qui résiste. J'espère qu'on va survivre. Mais il y a une chose de sûre, des animaux comme les Russes ne devraient même pas avoir le droit de respirer. Ils ont détruit les maisons, les voitures, tout. Tout ce qu'il nous reste, c'est ce qu'on a dans le sac. Je suis un citoyen lambda. Mais notre pays est en guerre. La Russie nous a attaqués et nous devons répliquer. On ne se laissera pas envahir. On ne reculera pas. C'est notre terre. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur ? Vous l'aurez donc bien compris, à travers ces quelques séquences de vidéos, il y a un vrai sentiment d'unité en ce moment en Ukraine et une sorte de haine envers les Russes qui étaient quand même des frères pour les Ukrainiens auparavant. Certains doivent quand même se dire, à travers ces images, quelle belle propagande pro-ukrainienne charge. Et vous auriez totalement raison de le penser. Car ça fait la jonction avec la suite, cette guerre, les amis, c'est une guerre d'images et de propagande, et ça, c'est un vrai point noir pour la Russie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque combat, dans chaque événement, chaque jour, tout est relayé en permanence dans le monde. Et pour une guerre, c'est un vrai problème, surtout pour des envahisseurs. On retrouve sur TikTok, Instagram, tous les réseaux, tout ce qui se passe chaque jour. D'ailleurs, à titre personnel, je vous invite vraiment à faire attention aux réseaux sociaux. À titre d'exemple, j'ai posté un TikTok où je mettais tout simplement un extrait de ma vidéo sur l'Ukraine-Russie et j'ai eu une vague déferlante de commentaires pro-russes. Tout simplement pourquoi ? Parce que TikTok est un média chinois, donc l'algorithme aurait tendance à vous faire tomber contre des Russes. Également, pour équilibrer la balance, quand vous allez sur Instagram ou sur Facebook, faites très attention, vous avez une vraie propagande pro-ukrainienne. Pourquoi ? Tout simplement parce que Facebook, Instagram sont des médias américains. Américains dit tendance occidentale, dit tendance pro-Ukraine dans cette guerre. Donc, vraiment, peu importe votre camp, vous l'aurez bien compris, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire une opinion, car je vous laisse penser par vous-même. Je vous conseillerais tout simplement de bien continuer à penser par vous-même et de ne pas, on va dire, vous adapter en fonction du média que vous regardez le plus. Faites vraiment attention à ça, je sais qu'il y a une communauté très jeune qui regarde, le plus important c'est de penser par vous-même, ne vous faites pas influencer. Donc, pourquoi je vous dis que les médias et les réseaux sociaux sont la bête noire de Poutine dans cette guerre ? Tout simplement parce que, comme on dit, aucune guerre n'est propre. C'est-à-dire que les civils paieront toujours le prix d'une guerre tôt ou tard. L'Ukraine, c'est un pays qui est extrêmement dense aussi par sa population, 44 millions d'habitants. Autrement dit, peu importe où frappera la Russie, il y aura toujours des habitants, et ça, c'est un vrai problème dans les guerres modernes. Prenons l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre totale. Les camps se foutent sur la gueule, l'État contrôle la plupart du temps la presse, que ce soit des deux côtés, Axe comme allié, il y a eu des bombardements, il y a eu des fautes des deux côtés, mais on contrôlait tout ça. Aujourd'hui, même les soldats, même les civils ont leur smartphone, leur téléphone et peuvent en permanence filmer ce qui se passe. Et quand on voit tous les textes qu'il y a aujourd'hui, je pense notamment aux droits de l'homme, je pense notamment à la Convention de Genève, droit international, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, attaques sur des civils non justifiés, respecter l'OIAC, en gros l'interdiction des armes chimiques en temps de guerre, respecter les ONG, les organisations non gouvernementales, pour qu'elles puissent circuler librement et aider les gens. Il y a un énorme tas de procédures qui font qu'un pays peut être sanctionné ou qu'un pays peut être justement lourdement affaibli par ses crimes. Comme je vous le dis, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on n'en avait rien à foutre de ça. Et aujourd'hui, Dieu merci, c'est vraiment un moyen de préserver les civils. Sauf que dans ce genre de conflit, quand vous préservez chaque civil, eh bien tout simplement, l'autre camp ne peut pas manœuvrer, c'est le problème de la Russie. Dès
qu'un bombardement déborde, dès qu'une faute est commise, elle sera en permanence exposable à des conséquences. Et ça pour Poutine, malgré tout, quoi qu'on en dise, même s'il n'a pas peur, même s'il y a des bombardements de civils, c'est une arme redoutable. Sa pile de sanctions économiques et commerciales s'alourdit, si bien que comme on le disait avant, l'économie russe va prendre un vrai coup sur la gueule, et plus il continuera, plus la pile s'agrandit. Mais encore une fois, même avec des conséquences économiques, même dans un but de guerre, prendre la vie de civils ne sera jamais justifié. Donc, second point noir de cette vidéo pour Vladimir Poutine, c'est tout simplement la guerre des images. Le monde entier voit en permanence ce qui se passe par les médias, par les réseaux sociaux, et ça, c'est un gros point noir, car d'un point de vue international, Vladimir Poutine reçoit une pression immense, je pense que je ne vous apprends rien. Ses potentiels alliés, comme la Chine, voient donc une guerre qui s'enraye, voient donc une guerre qui fait le buzz dans le monde, au mauvais sens du terme, pour Vladimir Poutine, et ça freine donc les autres à aider la Russie, ou du moins à les soutenir. Et j'insiste encore une fois, quand on voit la dimension de sanctions économiques, ça incite des grandes puissances économiques comme la Chine à bien rester en marge du conflit. Donc vraiment gardez encore une fois que les images plus les sanctions ont un véritable effet. On réalise pas à quel point tous les journalistes sur place peuvent donc jouer un rôle décisif dans cette guerre, tout simplement en transmettant même les civils sur place. On en oublierait presque qu'on vit une guerre réelle et que ce n'est pas un jeu vidéo. Attention, ne l'oubliez pas, la guerre des images c'est une arme, mais le but ce n'est pas de faire le buzz, le but c'est de pas trouver quelle armée est la plus stylée entre les deux. De toute façon, qu'on soit bien clair, côté russe comme côté ukrainien, il y a une vraie propagande à ce niveau-là où on cherche à justifier ses actes, mais aussi à montrer que notre pays est cool et que nous avons raison de nous battre de ce côté-là. Côté ukrainien, on va vous faire croire qu'on repousse le très vilain russe qui est un gros connard et qui veut tout faire péter. Et côté russe, on va évidemment vous faire croire qu'on est en train de dénazifier l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on est en train de la libérer des forces du mal, de la corruption. Vous pouvez penser que Poutine n'en a rien à faire de la vie internationale puisqu'il est en guerre et il continuera quoi qu'il arrive. Mais les médias, ça touche aussi le peuple russe, et ça je pense c'est ce qui fait aussi très mal à Poutine, c'est que son propre peuple, qui l'a tant soutenu, qui l'a tant aidé, commence à se retourner en partie, pas totalement, parce que évidemment certains Russes soutiennent toujours la Russie, même dans cette guerre, mais d'autres justement me disent cette fois non, Poutine est un très bon président pour nous en général, mais on est totalement contre cette guerre. La cote de popularité de Poutine est en train de faire une grande chute. Pourquoi ? Parce que cette question de guerre est en train de diviser les Russes. De toute façon, on voit bien que ça inquiète Poutine, et c'est à ce moment-là qu'on voit que les réseaux sociaux sont supprimés, Instagram a disparu, Facebook a disparu, et que les médias sont totalement contrôlés. Mais ça, on a l'habitude, on va dire en Russie, entre guillemets, c'est pas nouveau si vous voulez. Mais voilà, donc là pour Poutine, c'est un véritable coup dur, c'est que son propre peuple russe se divise sur la question, et ça, je pense que ça lui fait vraiment mal. Le troisième élément, qui réduit lui aussi la vitesse de l'offensive russe, c'est tout simplement le soutien militaire des autres pays. Quoi qu'on en dise, les sanctions ne sont pas que économiques et politiques contre la Russie. Également, il y a un soutien de manière indirecte militaire à l'Ukraine. On ne s'en cache pas, les pays occidentaux ne sont pas neutres dans ce conflit. Évidemment qu'ils aident l'Ukraine, et ce, par l'envoi d'armes. Quoi qu'on en dise, ça aide énormément l'Ukraine. L'Ukraine est militarisée depuis un bon moment, puisqu'il y a bien des tensions depuis 2014, mais on ne peut pas nier, l'armement qui est utilisé en Ukraine est un armement relativement moderne, envoyé par certains pays comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, Belgique, Pays-Bas, enfin bref, des tas de pays se mettent à soutenir militairement par l'envoi d'armes en Ukraine, et ça, quoi qu'on en dise, ça aide énormément l'Ukraine à tenir. Avec un équipement moderne, avec un équipement efficace, l'Ukraine peut repousser les meilleures technologies russes, ou du moins a au moins les armes pour lutter du mieux possible. On notera encore une fois que même avec les moyens du bord, la résistance ukrainienne essaie quand même de tenir, y compris avec des cocktails Molotov, ce genre de choses, on va dire des armes artisanales. La question que vous vous posez, est-ce que c'est légal d'envoyer des armes à un pays alors qu'on n'est pas en guerre ? C'est une tradition qui se fait depuis la nuit des temps lors des conflits. Je pense notamment, par exemple, si on remonte un peu dans l'histoire, à la guerre du Vietnam où les Russes envoyaient des armes aux Vietnamiens, ou encore pour prendre l'exemple de la Russie, durant la guerre d'Afghanistan où les Américains envoyaient des armes aux Afghans, puis ensuite, lorsque les Américains font la guerre aux Afghans, les Russes envoient des armes aux Afghans, donc c'est un coup classique si vous voulez, l'envoi d'armes depuis la nuit des temps. Cependant, vous vous dites, est-ce qu'il y a des risques pour nous Français que ça nous entraîne dans le conflit ? Bien sûr que oui, et ça Poutine le savait depuis le début que les autres pays allaient s'en mêler. Не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям. Poutine l'a annoncé dès le départ, et c'est là l'une des armes les plus fortes de Poutine, c'est tout simplement sa capacité à dissuader, sa capacité à s'imposer. Autrement dit, Poutine a dès le départ invité tous les pays à ne pas se mêler du conflit. Et c'est pour ça d'ailleurs que quelques jours après la guerre, alors que l'envoi d'armes commence, Poutine n'hésite pas à mettre sur la table la dissuasion nucléaire. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
la fameuse carte, le fameux Joker, qui dit que les armes nucléaires russes sont optimales et sont prêtes, méfiez-vous. Donc, encore une fois, on comprend bien cette stratégie de dissuasion de Poutine qui souhaite en finir le plus rapidement possible avec l'Ukraine, avec la volonté d'écarter tous les pays de ce conflit. Cependant, pour cette guerre, ça n'a pas marché les amis. Comme on le sait tous, la France, comme la Pologne, comme des tas d'autres pays, envoient bien sûr des armes et du matériel en Ukraine. Et ça, pour Poutine, je pense que quoi qu'on en dise, c'est une bête noire, c'est un nouveau point négatif. Sa dissuasion, son arme diplomatique, sa pression par son pays n'a pas marché. Malgré les menaces nucléaires, les Occidentaux continuent de fournir des armes. Vous l'aurez bien compris, c'est un juste équilibre des forces, c'est une espèce de partie de poker où on essaye de bluffer des deux côtés pour dissuader l'autre de continuer. Pour vous aider à comprendre un peu les propos, on est comme dans une sorte de cercle vicieux. Plus l'Occident envoie des armes, plus ce serait compliqué pour la Russie. Donc qu'est-ce qui se passe? Plus les assauts russes devront être violents et puissants pour réussir à percer le front. Autrement dit, les Occidentaux envoient des armes, l'Ukraine tient, en contrepartie, la Russie va attaquer encore plus. Donc c'est vicieux parce que dans les deux côtés, quoi qu'il se passe, si la Russie attaque encore plus, les Occidentaux enverront encore plus d'armes. On est dans une sorte de spirale sans fin et évidemment que le peuple ukrainien va en subir les conséquences. Mais quoi qu'on en dise, ça aide énormément l'Ukraine à tenir, il faut bien avoir ça en tête. Encore récemment, à titre d'exemple, la Pologne se dit prête à envoyer des avions de chasse modernes à l'Ukraine pour l'aider à tenir. Mais les États-Unis sont tout de même réticents car il s'agit d'un armement extrêmement puissant qui pourrait augmenter l'escalade du conflit. Pour vous montrer à quel point le charisme de Poutine est redouté et surtout que sa parole est prise au sérieux, alors qu'on lui pose des questions sur l'exclusion de la FIFA russe durant la Coupe du Monde, Poutine aurait répondu qu'il n'y aurait tout simplement pas de Coupe du Monde en 2022. Comme si en novembre 2022, le monde n'existerait peut-être plus. Vous vous doutez bien que c'est pas l'exclusion de l'Eurovision de la Russie qui fait que Poutine va arrêter la guerre, mais que envoyer des armes, ça peut énormément gêner son offensive. Mais au niveau de la tactique d'invasion russe, on est d'accord, c'est pas de l'assaut de masse, c'est vraiment des opérations, on va dire, très ciblées finalement, parce que t'as... Non, au départ, c'était des assauts de masse. Les tout premiers jours. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont pu avancer très vite dans les premières heures, parce que personne ne les attendait par là. Ce qui a commencé à mettre des bâtons dans les roues, ce sont les milices, si tu veux, les réservistes, qui ont commencé à mettre des bâtons dans les roues. Et là, tout est parti en vrille. Ok, donc c'est vraiment pour toi le peuple qui aurait quand même, on va dire, inversé un peu la situation rapidement, quoi. C'est toujours le peuple qui inverse la situation. Ils pensaient que ça allait être une promenade de santé, que tout le monde allait l'applaudir en Ukraine. Chouette, là, notre libérateur, en fin de compte, c'est barre-toi, c'est l'envahisseur. 2 ou 3 jours de combat intensif, 2-3 jours, ça fait pas 2 semaines. Pour remplir les dépôts de ravitaillement, en Europe, on est habitué aux conflits de basse intensité. Ça veut dire rébellion, exemple, Syrie, Irak et Mali. Malgré ce qu'on dit, ce sont quand même des combats de faible intensité pour nous. Parce que généralement, on a des supplétifs sur le terrain qui font le boulot à notre place. Les Kurdes, les Irakiens, ainsi de suite. Tout ce qu'on leur fournit, c'est du renseignement, du matériel, et à eux de faire le seul boulot avec un appui aérien. L'armée syrienne dit avoir engagé une vaste offensive contre les groupes rebelles. L'opération au sol est appuyée par l'aviation russe. La Russie annonce avoir effectué entre ce mardi et ce mercredi une quarantaine de sorties aériennes en Syrie. Vous l'aurez bien compris, je ne mets pas cet entretien et ces extraits vidéo pour rien. C'est tout simplement pour illustrer la suite des propos, notre partie 4, le problème logistique de la Russie. En effet, comme le précise très bien le caporal-chef qui parlait juste avant, on a l'habitude des conflits de basse intensité. Basse intensité ne veut pas dire conflit moins grave, attention, ça veut dire des conflits où on s'implique militairement à moins grande échelle. Comme vous l'avez vu, en Syrie, les Russes c'était principalement des frappes aériennes. Aujourd'hui, la Russie se retrouve sur un front avec des centaines voire milliers de kilomètres de front à tenir, tout en devant garantir la suprématie maritime, la suprématie aérienne, une logistique terrestre, un assaut terrestre, une coordination terrestre. Enfin bref, la Russie est amenée à gérer ce conflit toute seule. A l'inverse, comme le disait le caporal-chef, où en Syrie, par exemple, c'était que du soutien aérien. Et ça, c'est la phrase la plus importante. 2 jours, c'est pas 2 semaines. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple vous prévoyez de la nourriture pour 2 jours, mais que finalement vous en avez besoin pour 2 semaines, eh bien après les 2 jours vous serez obligé de faire des courses. Et bah là c'est totalement pareil pour la Russie. La Russie qui misait sur sa blitzkrieg, c'est-à-dire prendre l'Ukraine très rapidement sur un très grand front à très grande échelle, se retrouve aujourd'hui dans une impasse logistique.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que comme vous, elle a besoin de faire ses courses, elle a besoin d'être ravitaillée. Sauf qu'elle a besoin d'être ravitaillée à très grande échelle puisque le front est très grand. Je sais pas si vous avez vu cette histoire du convoi de 40 km ou encore ces extraits de vidéos qui montrent des chars russes qui sont tout simplement en panne d'essence. Les troupes russes semblent mal ravitaillées. Ici, un Ukrainien croise un char russe en panne d'essence. On pourrait prendre les Russes pour des imbéciles suite à ça, mais encore une fois, quand vous prévoyez une guerre très rapide et que vous avez prévu d'en finir vite, eh bien tout simplement, si le temps passe, eh bien vous ne serez plus suffisamment équipé pour continuer. On n'imagine pas, mais un blindé c'est des centaines de litres qui partent très rapidement. Si vous vous plaignez des 2 € d'essence pour faire votre plein, imaginez la consommation de carburant de toute l'armée russe. Imaginez 40 km de voitures qui font la queue à la station essence. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas assez d'essence pour tout le monde, et laissez-moi vous dire que c'est pas des Renault Zoé qui viennent chercher de l'essence, c'est des blindés lourds, des gros camions, donc vous imaginez bien que ça consomme énormément. À cela s'ajoutent les hélicoptères, les avions et les bateaux, donc la consommation et le ravitaillement nécessaire doit être totalement aberrant, et encore une fois, quand on mise sur une guerre rapide, eh bien un tel ravitaillement n'est pas prévu. Pour ravitailler tout ça, il faudra un temps fou à la Russie pour que l'approvisionnement soit complet et que la logistique soit de nouveau organisée pour un combat beaucoup plus long. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que le front se stabilise autant. Quand vous n'êtes pas ravitaillé, vous ne pouvez tout simplement pas avancer. On parle de ravitaillement pour les véhicules, mais n'oublions pas qu'il y a aussi un ravitaillement nécessaire pour les soldats. 200 000 hommes, imaginez une cantine de 200 000 personnes, eh bien laissez-moi vous dire qu'elle est énorme et qu'il faut énormément les nourrir. On mange en moyenne 2 à 3 fois à 4 fois par jour. Ce ne sont pas des images de propagande, mais bien la réalité. On voit même des soldats russes qui commencent à piller les épiceries parce qu'ils ont tout simplement faim et ils n'ont pas le ravitaillement nécessaire, ils n'ont pas la nourriture qui arrive jusqu'à eux. Donc, le niveau logistique, ça a été une catastrophe pour la Russie car elle a prévu pour pas longtemps dans une guerre qui risque de durer très longtemps. Quand je dis que la guerre va durer très longtemps, tout est en réalité relatif, vous l'aurez bien compris. Très longtemps dans le sens où beaucoup plus longtemps que Poutine ne l'aurait espéré. Cependant, le tout dernier point noir qu'on peut ajouter au problème de la Russie dans cette guerre, c'est tout simplement que l'Ukraine est un pays frontalier et que c'est un pays slave contre slave. Les soldats russes, comme on le voit, sont pour la plupart des conscripts relativement jeunes. C'est un fait, c'est ce que l'Ukraine nous montre en tout cas. Je vous disais tout à l'heure que l'Ukraine cherche à diaboliser l'ennemi en montrant qu'ils font des crimes de guerre, mais d'un autre côté, les Ukrainiens se montrent eux, humains, envers leurs ennemis. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à tourner la guerre des images comme une sorte de propagande pour la population russe. On montre les soldats russes capturés, on montre les soldats russes en bonne forme qui sont entretenus, et qui pourraient même appeler leur mère. Voilà, c'est une petite anecdote, mais ça montre que les Ukrainiens essaient de se montrer humains envers leurs ennemis. Du côté russe, je pense qu'il y a aussi ce sentiment humain, dans le sens où les Russes envahissent un pays, ils savent très bien maintenant que la population n'est pas favorable, mais ils savent aussi que c'est une population qui leur ressemble beaucoup, donc il y aura un petit problème au niveau des conscripts russes qui attaqueraient, mais on va dire sans la véritable envie, sans la véritable motivation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on remarque bien que la plupart des atrocités commises durant cette guerre, que ce soit du bombardement ou du pionnage d'artillerie, sont des actes longue portée. En gros, comme les soldats exécutent les ordres de loin, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font sur place, ou du moins que c'est un peu caché on va dire, mais bien sûr qu'évidemment les Russes sont très conscients de ce qu'ils font et bombarder certains bâtiments sont complètement intentionnels. Attention, ne généralisons pas tous les cas, mais évidemment que attaquer des cibles civiles au bout d'un moment, il ne faut pas se mentir, il y a des fois c'est complètement intentionnel. Mais comme c'est de loin, je pense que les Russes ont moins de mal à exécuter les ordres. C'est pour ça qu'on remarque qu'il y a d'ailleurs très peu de bavures, si j'ose dire, de la part de l'armée russe sur place. Ainsi, ce qui est pensé, mais encore une fois ce n'est pas une version officielle, c'est que Vladimir Poutine se servirait de mercenaires justement pour que les combats gagnent en intensité et en efficacité, quitte à, on va dire, un peu oublier les civils. On pense notamment à des mercenaires tchétchènes, je pense que vous avez beaucoup vu ces images qui ont fait quand même un peu le tour du monde, où tout simplement des mercenaires tchétchènes vont soutenir Vladimir Poutine, et également pour les derniers jours passés, des Syriens qui seraient venus soutenir Vladimir Poutine dans sa lutte en Ukraine, tout simplement pour faire de la répression, ou même mener les batailles les plus compliquées. En effet, il est possible de souligner un manque d'expérience des jeunes conscripts russes, ou encore une fois un matériel qui était un petit peu obsolète. Peut-être que la Russie a bien sous-estimé son ennemi en pensant qu'un matériel un peu plus ancien serait adapté, et au final aujourd'hui elle se retrouve à amener du matériel on va dire beaucoup plus qualitatif. Mais encore une fois, on s'aperçoit que même le matériel le plus qualitatif russe est quand même malgré tout mis en déroute par l'armée ukrainienne qui possède du coup, comme vous l'avez vu juste avant, un armement technologique bien équipé et qui peut donc faire face aux plus grandes innovations russes. Vous l'aurez bien compris à travers tous ces points noirs, c'est bien une accumulation de problèmes qui fait que la Russie est mise à mal aujourd'hui. Mise à mal, attention, parce que malgré tout, l'Ukraine se meurt en ce moment, et plus le temps passe, plus les heures sont compliquées, que ce soit d'un point de vue militaire ou d'un point de vue du ravitaillement. L'Ukraine cherche à épuiser la Russie, tout comme la Russie cherche à épuiser l'Ukraine, ça nous a pas échappé. Pour résumer, qu'est-ce qui ne va pas? 1. C'est la blitzkrieg de Poutine qui n'a pas marché. 2.
c'est la résistance. Poutine n'aurait jamais cru une telle résistance. 3. La pression médiatique et diplomatique qui fait que l'armée russe est limitée dans ses manœuvres. 4. La logistique. Mauvaise logistique qui n'était pas faite pour une guerre de long terme, ça gêne énormément. 5. Une motivation partielle du peuple russe et de l'armée russe qui n'est pas, on va dire, à 200% dans cette guerre, vu que c'est quand même des frères pour eux. Donc voilà, à travers ces quelques points que j'essaie de vous détailler au mieux, j'espère vous avoir aidé à comprendre un peu mieux pourquoi l'Ukraine tient autant bon et surtout pourquoi la guerre s'éternise un peu ou du moins s'embourbe. Encore une fois, attention, c'est une vidéo d'actualité, elle pourrait devenir rapidement obsolète, mais en attendant, je pense qu'elle est valide. Vous l'aurez bien compris, au-delà de la guerre Russie-Ukraine, c'est plutôt la guerre de Poutine pour Poutine. C'est un combat qui mène personnellement, car comme on le sait, il a quand même un ego assez grand, c'est quelqu'un qui ne recule pas, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui s'impose. Donc imaginez Poutine reculer à travers ses erreurs, c'est totalement inimaginable. Et ça, vous l'avez bien compris, alors qu'on était 4000 en live, je vous avais posé la question, est-ce que Poutine peut arrêter? Est-ce que Poutine peut faire marche arrière? Et on avait voté à l'unanimité non. Poutine, qui combat depuis toujours l'humiliation de la Russie depuis la chute de l'URSS, ne peut pas se permettre une telle humiliation aujourd'hui. Autant ne pas se cacher la vérité, Poutine ne reculera pas, la guerre va continuer, et plus elle dure, plus elle risque de s'intensifier. Qui va en payer le prix? C'est bien sûr le peuple ukrainien et les militaires des deux côtés. A titre d'exemple, pour illustrer ce propos, même Macron lui-même, à travers ses échanges téléphoniques, voit bien un Poutine obstiné et déterminé. Macron lui-même se dit inquiet, se dit pessimiste et ça lui donne un peu le cafard. Il essaye de négocier, mais c'est en vain avec Poutine. La seule négociation possible, c'est accepter les termes de la Russie. Les termes de la Russie, c'est quoi? C'est la capitulation de l'Ukraine. Donc nous sommes dans une situation extrêmement compliquée et extrêmement tendue qui ne tient qu'à un fil avant de gagner en proportionnalité. Je ne veux pas être pessimiste moi aussi, mais je pense que Macron a été juste dans ce qu'il a dit. Le pire reste probablement à venir, malheureusement. Quand bien même la Russie serait amenée à gagner la guerre pour l'Ukraine et peu importe les conséquences, il faut voir aussi la résistance ukrainienne après-guerre. Aujourd'hui, il est impossible de dire si l'Ukraine va tomber prochainement ou pas, et le but de cette vidéo c'était pas un pronostic, j'espère que vous l'avez bien compris, mais une chose est sûre, ça ne s'est pas passé comme prévu, et ça je pense que ça frustre beaucoup Poutine. Le profil de Poutine qui est beaucoup décrit actuellement, c'est celui d'un homme qui serait isolé, car il est entêté dans son plan, et surtout un peu parano. Pourquoi? Parce qu'avec tous les critères qu'on a cités, ça se passe plutôt mal pour lui, quoi qu'on en dise. Donc voilà, je vous laisse encore une fois penser par vous-même, le but était une vidéo neutre qui vous aide à comprendre et non pas de vous orienter. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'aide énormément. La survie de l'Ukraine, c'est une question d'heures, de jours, de mois, d'années ou même de victoire pour l'Ukraine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et dans tous les cas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve parce que s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'on ne peut jamais anticiper l'avenir à 100% et que je pense qu'on est loin d'être au bout de nos surprises durant cette guerre. Et sinon, je vous souhaite plein de bonheur, et surtout j'espère que la paix prospérera de nouveau bientôt dans le monde, car il n'y a que ça qui compte, peu importe le choix du côté, peu importe qui on souhaite soutenir, peu importe si on veut avoir un avis ou pas, la paix c'est la chose la plus belle au monde, et ne l'oublions jamais. Prenez très soin de vous, à bientôt, ciao. Merci, Serge le chef.